Visite de travail de 48 heures en Algérie du président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé cet après-midi à Alger. Sur place, il sera question de la situation sécuritaire au Mali et dans la bande sahélo-saharienne. Ce 20 janvier, l'armée nationale célèbre ses 53 ans. Placée sous le signe de la cohésion, la fête se prépare activement. Rien n'a été laissé au hasard pour la réussir. Grande répétition depuis plus d'une semaine et nos militaires défileront dans une nouvelle tenue qui symbolise l'unité de l'armée. Culture, la 5e région et Bamako rendent hommage à Kona. Un festival des arts et culture s'est ouvert hier dans la ville et à Bamako. C'est une restitution artistique d'un fragment de la bataille de Kona qui est au centre d'une exposition inédite. CHAN Afrique du Sud 2014, les Aigles du Mali jouent leur qualification pour le second tour demain contre le Mozambique. Même s'ils ont une avance, il va falloir rester concentré face aux Mozambicains. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est depuis cet après-midi à Alger pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le chef de l'État aura des entretiens avec les autorités algériennes sur la situation sécuritaire au Mali et dans la bande sahélo-saharienne, le processus de réconciliation nationale en cours et la reconstruction du pays. Le président est accompagné des ministres des Affaires étrangères, de la sécurité et de la réconciliation nationale. Envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Adama Kamara. C'est à 15h05 que l'avion présidentiel s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international d'Alger. À sa descente d'avion, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par le président du Conseil de la Nation de l'Algérie, Abdelkader Ben Salah. Premier acte, l'exécution de l'hymne national du Mali. Deuxième acte du cérémonial d'accueil, le président de la République passe en revue un détachement de l'armée algérienne et reçoit du coup les honneurs militaires. Troisième acte, le président Ibrahim Boubacar Keïta salue les corps constitués algériens et maliens, après quoi le chef de l'État et le président du Conseil de la Nation se sont dirigés vers un salon d'honneur de l'aéroport. Dans une première déclaration à la presse, Ibrahim Boubacar Keïta a précisé l'objet de sa visite en Algérie. Présenter ses vœux à l'aîné et prendre ses nouvelles, prendre les nouvelles du pays ami, le pays frère, auquel je dirais comme un truisme encore une fois, tout nous lie. Et tout nous a liés toujours. La géographie, l'histoire, l'anthropologie. Et donc que je sois en Alger n'est que dans l'ordre des choses. J'ai été élu au mois d'août, installé au mois de septembre. Depuis, je suis dans un calendrier international qui ne m'a pas permis d'être en Algérie. Je le fais de bien bonne grâce aujourd'hui. Des gens qui viennent en Alger, je suis aujourd'hui. Et très heureux de rencontrer mes frères algériens, mon frère Ben Salah, avec lequel j'ai travaillé dans une autre vie, et très fortement toujours au service de l'Afrique, quand j'étais président de l'Union parlementaire africaine, rôle dans lequel d'ailleurs il m'a succédé. Et ça s'est passé en Alger ici. Donc tout nous lie et tout explique que je sois ici aujourd'hui, sans que ça soit un événement extraordinaire. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. Juste après cette déclaration, la délégation présidentielle s'est ébranlée vers la résidence d'État située à 28 km de la ville d'Alger. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura des entretiens avec les autorités algériennes, notamment le président Abdelaziz Bouteflika, sur la situation sécuritaire au Mali et dans la bande sahélo-saharienne, la réconciliation nationale et la reconstruction du pays après la crise. Voilà, et nous reviendrons sur la suite de ce voyage présidentiel dans nos prochaines éditions. La commission d'organisation des festivités du 20 janvier 2014 informe les médias nationaux et internationaux que les badges d'accréditation peuvent être retirés à la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, sise dans la cour de l'ex-intendance des armées. La commission rappelle aux médias que l'accès aux espaces officiels est subordonné au port des badges.
La commission sait compter sur la bonne compréhension de tous. Placée sous le signe de la cohésion, l'armée nationale prépare activement le 20 janvier sa fête nationale. Elle est en exercice depuis plus d'une semaine sous le commandement du colonel Aruna Konaté. La grande répétition s'est déroulée ce matin au boulevard de l'Indépendance, notant que la MINUSMA a pris part au défilé. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du ministre de la Défense et des anciens combattants et c'était également en présence de Garibou Pérou. Ils sont 4700 militaires et paramilitaires à défiler ce samedi matin. En l'air, le dispositif est visible. Un avion surveille le boulevard de l'Indépendance. Le caporal Fatouma Tassi est tambour-major. Elle donne le ton, tous les corps suivent sa direction. Le rang est serré et la moindre erreur est ici judicieusement suivie par les autorités. Le commandant de troupes, le colonel Aruna Samake, s'est dit fin prêt à offrir aux Maliens et aux amis du Mali lundi un défilé magnifique. Les hommes sont prêts pour après-demain parce que ça fait plus de 2 semaines qu'on est là-dessus pour fêter le 53e anniversaire de la création de l'armée malienne. Pratiquement, on n'a pas assez de difficultés parce qu'on est rodé dans la matière. L'intégration de nos forces armées dans un système de sécurité internationale est engagée. C'est dans ce cadre qu'un détachement des forces étrangères représenté par la MINUSMA répète avec l'armée nationale. Ce que je vois me rassure. Parmi les activités que nous allons faire pour montrer la nouvelle dynamique que nous essayons d'imprimer, après le défilé, le président de la République va poser la première pierre d'un programme de logements sociaux, de 850 logements sociaux pour les militaires. Et puis, dans l'après-midi, nous allons inaugurer à Kati, sous la présidence toujours du chef de l'État, une stèle à la mémoire de tous ceux qui sont morts pour le Mali, depuis la pénétration coloniale jusqu'à la libération des régions nord. Nous avons engagé plusieurs programmes, parallèlement d'ailleurs à toutes les activités que vous voyez. Nous avons amorcé au plan interne un processus de réflexion et d'appropriation. Et je suis persuadé que les activités que nous allons mener à l'occasion du 20 janvier vont rassurer davantage les citoyens. Le 53e anniversaire de l'armée nationale reste une question d'heure. 2 sections de la force Serval, selon l'équipe de liaison et d'information de la dite force, prendront part au défilé du 20 janvier. En attendant, on peut déjà dire que notre armée est en train de renaître. Renaître avec force et cohésion dans la plus grande aspiration du peuple malien. La célébration du 53e anniversaire de la création de l'armée malienne est donc placée sous le signe de la cohésion sociale retrouvée. Cet anniversaire intervient à un moment où les autorités maliennes se sont lancées dans un vaste chantier de réforme de l'armée. Le temps sera donné pendant le défilé militaire. Les quelques 4700 hommes qui vont défiler porteront les insignes et autres symboles de l'unité de l'armée. Pour le défilé militaire, environ 2 milliards de francs CFA ont été investi dans l'habillement. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée cet après-midi par la DIRPA et suivie par Mohamed Diarra. C'est une armée malienne unifiée qui célébrera le 53e anniversaire de sa création. Après la sortie de crise, les autorités maliennes décident de donner un cachet particulier à l'événement. Selon la direction du commissariat des armées, environ 2 milliards de francs CFA ont été déboursés pour habiller les forces armées et de sécurité pour l'occasion. Le défilé militaire qui donnera le temps des festivités ce lundi enregistrera la participation de près de 5000 hommes en uniforme. Les festivités du 20 janvier 2014 donneront aussi la couleur des réformes en cours au sein des forces armées. D'abord, au niveau de la tenue vestimentaire pour le défilé. Les femmes vont défiler avec des insignes et autres symboles. Il s'agit par exemple des pinks, de fourragères, de tournesols et de blasons de couleurs différentes. Le blason fama que vous voyez tout de suite sur la tenue symbolise d'abord la réforme d'une certaine manière, la renaissance. Parce que nous avons pris l'arc de cercle qui rappelle le lever du soleil. Un soleil levant pour marquer cette armée qui se remet debout, cette armée qui essaie de répondre aux attentes de la nation. Quant à la fourragère, c'est une décoration. Généralement, elle est attribuée aux unités pour rappeler leur fait d'armes. Nous avons consacré la fourragère au titre de l'opération Maliba. Comme tous les soldats ont concouru à la victoire, donc la fourragère a été décernée à tous les militaires. Mais nous avons décliné la fourragère aussi dans les couleurs nationales. Vous allez remarquer les officiers porteront la fourragère or,
les sous-officiers la fourragère verte et les militaires durant la fourragère rouge. Des dispositions ont été prises pour permettre à la presse de couvrir l'événement sans difficulté majeure. Cela passera, selon le directeur de la DIRPA, le colonel Maïga, par le respect strict des consignes. C'est pourquoi les journalistes recevront des badges et des insignes pour leur faciliter le travail. Parlons à présent des relations entre nos forces armées de sécurité et les populations qui sont donc au beau fixe, notamment dans la zone frontalière Mali-Côte d'Ivoire. Ces populations renseignent nos forces sur les mouvements des bandits de grand chemin. Nos envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Fousseini Morba se sont rendus sur 2 sites pour mieux comprendre cette collaboration. Suivant leur reportage. Le soutien des populations aux forces de défense et de sécurité ne faiblit pas sur le terrain. Un soutien qui se traduit concrètement par le renseignement qu'elles fournissent à nos forces. Cette coopération étroite a permis de déjouer les plans des bandits qui voulaient s'attaquer à l'une des caisses de microfinance de Koutiala. Dans ces derniers temps, on a failli piller les microfinances Kafo-Djigné. Et ça, c'est encore à l'intérieur du cercle de Sikasso, vers Cléla. Il a failli l'implication de la population pour nous dénoncer rapidement. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que ces éléments ont été pris par les gardes qui assurent la sécurité de ces microfinances. Quand la douane s'est accrochée avec les trafiquants, il y avait 8 douaniers contre à peu près 200 trafiquants venant de tous bords. Dans le temps, le chef de brigade de la douane a eu à nous demander de les renforcer. Nous avons intervenu dans le secteur de Djumatiné, dont la douane a pu au moins s'en sortir d'une manière vraiment victorieuse. Même constat à Massiogo et à Bia, 2 villages situés dans la zone frontalière avec la Côte d'Ivoire. Ici, leur paillage traditionnel connaît un regain d'intérêt auprès des populations. Ainsi, une dizaine de sites ou placères sont occupés par des milliers de personnes venues du Mali et de la sous-région, ce qui ne peut aller sans conséquences sécuritaires. Nous sommes à la frontière ivoirienne une fois que nous traversons le fleuve. L'insécurité qui régnait ici avant l'arrivée des militaires a diminué. Nous demandons au gouvernement de renforcer la sécurité dans la commune de Misséni. Pratiquement au niveau des sites, il faut reconnaître que l'insécurité est très élevée. Ni n'était leur intervention et leur présence sur ces terrains. On pouvait même dire que la vie sur ces terrains-là ne sera pas du tout possible. Sinon, les sites seraient invivables. La sécurité est assurée. Il faut avouer que c'est avec des difficultés. Nous sommes sur la ligne frontalière. Pratiquement, nous avons à peu près plus d'une dizaine d'entrées avec la Côte d'Ivoire. Donc, il serait souhaitable quand même que la sécurité soit renforcée. C'est un poste qui relève de notre poste principal de Misséni. Si on aurait quand même pu trouver un véhicule pour le poste de Misséni, cela quand même va nous permettre d'effectuer la mission qui nous est assignée. Nous avons un effectif déployé sur le terrain, chargé de la surveillance du comptoir. Nous avons là aussi pour appuyer les forces de sécurité, en l'occurrence la gendarmerie, qui est déjà sur le terrain. Il faut renforcer nos capacités d'intervention. Chaque soir vers 16h, acheteurs et orpailleurs se rencontrent pour leur business au comptoir. Un gramme d'or est vendu ici à 14 000 francs CFA. Le comptoir de Bia se compose de 100 caisses. Les opérations d'achat se déroulent sous les vigilants des éléments des forces de sécurité. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'un détachement des forces armées maliennes a procédé ce vendredi 17 janvier en milieu de journée à l'arrestation de Sieur Ouka Ag Al-Fousseini, ancien juge islamiste de Tombouctou sous l'occupation des groupes terroristes armés. Ainsi, moins d'un mois après l'arrestation de l'ex-commissaire islamique de Gao, les forces armées viennent de mettre
mettre hors d'état de nuire un autre membre influent des groupes terroristes qui sévissaient au nord du pays. L'ex-juge islamiste a été interpellé à Ariaou, dans le secteur d'Essakan, et a été mis immédiatement à la disposition des agents de la prévôté pour engager la procédure judiciaire. Le gouvernement félicite les populations et les encourage à continuer à coopérer avec les forces armées et de sécurité en vue de mener une lutte implacable contre toute forme d'extrémisme. Et justement, il faut savoir que cette arrestation a pu se faire grâce à une opération minutieusement menée par les éléments du groupement tactique interarmes numéro 5 de Tombouctou. Le lieutenant-colonel Toumani Kone, commandant de ce groupement, nous donne ici les détails d'une mission secrètement montée. Il est au micro de Adama Djimbi. L'opération a été montée à partir de Tombouctou et exécutée à partir de Goundam. Donc, tôt le matin, le vendredi, nous avons quitté Goundam et pour aller dans le secteur du lac Fagibine. Donc les renseignements précisaient déjà depuis plusieurs semaines que le suspect était dans la zone. Donc à l'abordage de la zone, nous avons établi un système de trois pions. Donc il y avait un premier pion qui était chargé de la couverture face au nord du village et ensuite un second pion qui était chargé de la reconnaissance et de la fouille du village, et un troisième pion qui était chargé de l'appui. Donc pendant que les éléments de la fouille étaient dans le village pour essayer d'identifier les éléments à l'intérieur du village, le suspect même n'était pas dans le village. Donc il était sorti, il est venu plutôt tomber sur les éléments de la couverture par surprise. Donc il pouvait plus rebrousser chemin. Donc les éléments de la couverture ont intercepté son pick-up et identifié l'individu à travers le guide. Et voilà ce qui s'est passé globalement. La surprise aidant, il n'y a pas eu d'échange de tirs. Il ne s'y attendait pas. Et voilà. À Kidal, c'est désormais le lieutenant-colonel Lassina Samake qui dirige la Légion de la Gendarmerie. Il remplace ainsi le lieutenant-colonel Younousi Si, appelé à occuper le même poste à Kaye. La passation de service entre les deux officiers a eu lieu au camp de Kidal. Le reportage de Timoko Sagara et Sideki Balo. Cette cérémonie entre dans le cadre de la rotation normale du commandement des unités. Le lieutenant-colonel Oumar Si, qui a commandé la Légion de gendarmerie de Kidal pendant 8 ans, passe le commandement au lieutenant-colonel Lassina Samake, précédemment en service aux relations extérieures à la direction générale de la gendarmerie nationale. Quant au lieutenant-colonel Si, il est Kidal pour Kaye, pour le même poste. Je voudrais tout d'abord féliciter le lieutenant-colonel Oumar Younousi, au nom de l'ensemble du personnel de la Légion de gendarmerie et des populations de Kidal, pour les loyaux services qu'il a rendus au cours de son séjour, tout en mettant l'accent sur le courage et l'engagement qu'il n'a cessé de faire preuve au pire moment de la crise que traverse notre pays. Quant au lieutenant-colonel Lassina Samake, je voudrais le féliciter pour sa nomination et lui réitérer tout le soutien des autorités de la gendarmerie nationale pour mener à bien la mission qui vient de lui être confiée. Le colonel Berthe invite tous les éléments de la Légion de gendarmerie de Kidal à travailler sous la direction du lieutenant-colonel Samake dans la loyauté et la discipline, tout en ayant à l'esprit l'honneur et le courage de rehausser l'image de la gendarmerie nationale. Auparavant, le gouverneur de Kidal, le colonel Adama Kamisoko, a procédé à la revue de troupes commandées par le lieutenant Salif Kone. Retour à Bamako où l'ADEMA PSJ assume ses responsabilités dans la gestion du pays les 20 dernières années. C'est le président par intérim des Rouges et Blancs qui l'affirme. Ce matin, le professeur Timoko Sangaré a ouvert la journée parlementaire de la formation des abeilles. L'ADEMA PSJ a pris des coups, mais le parti entend rebondir, a-t-il dit. Rappelons qu'aujourd'hui, le parti compte 16 députés, dont 11 nouveaux, contre 55 à la dernière législature. Moïse Traoré.
L'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA-PRSJ, entend rebondir. De 55, le nombre de ses députés est réduit à 16 pour la 5e législature. Parmi les 11 nouveaux présentés, Amada Soukouna de Yelimane et Draman Goïta dit Josué de Yorosso. L'élu de Tombouctou est absent à la cérémonie. Par rapport à la gestion des 20 dernières années, nous disons que nous assumons notre part de responsabilité dans ce qui a été fait pendant cette période. Ceci, en termes de succès comme en termes d'échec. Notre parti a pris des coups, beaucoup de coups. On a été beaucoup diffamés, on a été beaucoup discrédités. Mais je suis convaincu que le fait d'avoir encaissé ces coups a contribué à forger en nous des ressorts encore plus puissants pour rebondir. Et nous rebondirons, c'est plaît à Dieu. Au cours de la journée parlementaire, il est question de reconstruction et de retour aux valeurs du parti. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale et ses missions sont explicitées par l'ancien élu de Gao qui a siégé à l'hémicycle pendant 20 ans. Une partie du peuple ADEMA, il faut le rappeler, s'attendait à le voir s'inscrire dans l'opposition. Nous avons opté pour la majorité présidentielle. Nous avons opté pour accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est un camarade à nous. C'est des choses en réalité qu'il ne faut jamais oublier. Donc je pense que nous ne pouvons pas aller à l'opposition avec Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République. C'est assez difficile. Outre le fonctionnement d'un groupe parlementaire, les élus de l'ADEMA partagent les recommandations des États généraux sur la décentralisation et les assises nationales sur le Nord. Restons dans le bilan des législatives. La plateforme de veille des femmes pour des élections sans violence et équitables a organisé ce matin au centre Awakita une rencontre entre les 14 femmes députées nouvellement élues et les leaders de l'association et de groupements féminins. L'espace a servi de cadre aux participantes pour échanger sur la stratégie à élaborer pour une forte participation au communal prochaine. Le reportage de Abdraman Maïga. Après l'obtention de 14 sièges à l'hémicycle, les femmes sont plus que jamais engagées à réussir le combat de leur représentativité dans les instances de prise de décision. À quelques encadrures des communales, ces leaders d'associations posent déjà les jalons de leur positionnement sur les listes au sein des partis politiques. Voilà tout le sens de cette rencontre entre elles et leurs consoeurs députés élus. Ces assises ont pour objectif d'élaborer une feuille de route permettant aux femmes de surmonter les défis, des obstacles à leur émergence politique. Ces difficultés sont relatives à leur positionnement sur les listes des partis politiques, leur faible pouvoir économique, sans compter les stéréotypes et d'autres types de violences. Après avoir félicité la plateforme de veille des femmes pour les efforts consentis lors des élections précédentes, le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a invité les députés à apporter leur contribution pour la construction d'un Mali nouveau. Un Mali dans lequel les préoccupations des femmes et des enfants sont prises en compte. Bien de textes ont été votés, ratifiés par le Mali et sans réserve. Il est de notre devoir de génération de relever les défis. Défis d'application des 10 textes. Notre salut en dépendra, car à l'heure du bilan, le jugement des uns et des autres sera déterminant tant pour notre carrière politique, notre statut, mais aussi notre place au sein de l'humanité tout entière. Pour les partenaires techniques et financiers, le soutien de leurs institutions ne fera pas défaut. Ils ont en outre exhorté les femmes à plus d'engagement pour atteindre leurs objectifs escomptés. Special Olympics relance ses activités sportives en faveur des enfants déficients mentaux. Les responsables de la structure ont organisé un point de presse pour demander l'appui des journalistes, mais surtout des personnes de bonne volonté pour soutenir l'insertion sociale de cette couche. C'était en présence de la première dame, Keïta Aminata Maïga. Reportage de Adama Koulibaly. L'insertion sociale des enfants mentalement handicapés doit être une volonté affichée par tout un chacun. Pour l'encadrement de ces volontaires dans une association est créée une structure dénommée Special Olympique.
Elle a pour mission de fournir aux enfants présentant des déficiences mentales un cadre d'épanouissement. Les responsables de la structure estiment que la pratique du sport est un cadre approprié pour cela. D'où l'appel de la presse à les appuyer, à sensibiliser la population. Les déficiences intellectuelles sont trop souvent délaissées et parfois opprimées, ici comme partout dans le monde. La pratique du sport les permettra de s'épanouir et de dépasser leurs différences, de se transcender. Elle fera d'eux des champions de leur vie. Le discours de la présidente est suivi par des questions des journalistes. Questions se rapportant à la politique de sensibilisation mise en place par Spécial Olympique. Ces rapports avec les structures qui s'intéressent aux enfants déficients mentaux et ces enfants n'étant pas normaux, comment les prises en charge seront possibles? Ces questions ont eu des éléments de réponse des spécialistes. Ces enfants ont des capacités réelles pour peu qu'on s'y intéresse. Et le sport est l'une des activités qui permet de développer chez eux tout leur potentiel. Le directeur exécutif de Spécial Olympique a salué le soutien moral de la première dame. Je voudrais remercier toute l'assistance, remercier le comité olympique d'avoir bien voulu abriter ce point de presse, remercier les hommes de presse et les femmes de presse qui sont là aujourd'hui et les encourager vivement à faire en sorte que SO puisse prendre son envol pour le bonheur de nous tous, de toute la population malienne. Dans leur futur programme d'activité sont prévues les formations des entraîneurs, le recrutement des enfants pour la préparation des sportifs qui doivent participer aux Jeux mondiaux qui se dérouleront à Los Angeles aux États-Unis en 2015. Le ministre de l'Éducation nationale prépare activement l'adoption par le gouvernement du document de politique linguistique nationale du Mali. C'est dans ce cadre que Mme Togola Jacqueline Marinana s'est rendue hier à la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, au Centre national des ressources non formelles et à l'Académie malienne des langues, 3 structures complémentaires chargées de l'alphabétisation, de l'éducation de base non formelle et de la promotion des langues nationales. Partout où elle est passée, Mme Togola Jacqueline Marinana a rappelé que sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre, le gouvernement est fortement engagé à relever les défis de redressement de notre pays. Ceci passera inéluctablement par la promotion de nos langues nationales et son ambition en tant que ministre de l'Éducation est d'inscrire et de renforcer la promotion des langues nationales au centre de ce vaste chantier de redressement national. Agriculture à présent, la production cotonnière pour la campagne 2013-2014 va combler les attentes. C'est du moins le constat du nouveau PDG de la CMDT en fin de mission dans les 4 zones de la structure. La quantité et la qualité du coton sont rassurantes. Plus de 436 000 tonnes de coton graines sont attendues pour cette campagne, soit un investissement estimé à plus de 200 milliards de francs CFA. Envoyé spéciaux à Aguissa, Abdul Salam Bambara. C'est dans la filiale ouest de Kita que le président directeur général de la CMDT a bouclé sa tournée de 2 jours. Le marché de coton de Sigimila dans le secteur de Kassoro et l'usine de Kita ont été visités par la délégation. La filiale connaît l'autosuffisance alimentaire depuis 2 ans. La production cotonnière dont nous nous attendons cette année est de 35 200 tonnes. Et sur ces 35 200 tonnes, on a déjà fait rentrer 10 000 tonnes à l'usine. Le premier défi aujourd'hui, ça c'est le maintien de la qualité. Les usines, le marché de coton, la majorité vraiment travaille correctement. Ça se passe normalement. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le constat que je peux faire. Au cours des rencontres avec les producteurs et les travailleurs, le président directeur général et sa délégation ont mis l'accent sur la production de coton de qualité et la bonne gestion des outils de travail. C'est dans cette optique que plus de 200 milliards de francs CFA seront injectés dans l'achat et l'égrainage du coton récolté. Pour l'achat coton, nous avons déjà investi pratiquement 30 milliards pour l'achat. Et pour compléter cet achat, nous avons à négocier encore un crédit supplémentaire et ça nous allons nous retrouver aux environs de 110, 115 milliards
francs CFA. Du point de vue fonctionnement des usines, le transport du coton, et ça, il faut estimer qu'au total, nous serons environ de 200 milliards de francs CFA. Pour la campagne prochaine, la CMDT ambitionne produire 500 000 tonnes de coton graines. C'est pourquoi des études sont en cours pour améliorer la production. Chaque type de sol doit a un certain nombre de caractéristiques et il faut tenir compte de ces caractéristiques quand on amène des engrais. Nous sommes en train de prendre un certain nombre de dispositions pour au moins faire cette cartographie des sols. La compagnie malienne du développement des textiles dispose de 17 usines et celles de Ouelsébougou et Bamako ont été les dernières étapes de la mission. Les acteurs de la pisciculture étaient en conclave hier à la Direction nationale de la pêche. Ils ont saisi cette occasion pour aborder les questions liées à la problématique de la gestion du marché de poissons. Le principal problème est justement la fermeture potentielle de ce marché. Les précisions de Youssouf Diakiti. Cette rencontre qui regroupe presque tous les acteurs concernés par la question de la pêche se veut un espace d'échange en vue de faire des propositions concrètes pour l'amélioration de la filière. Les difficultés aujourd'hui que nous rencontrons, c'est beaucoup plus l'organisation sur le terrain qui nous gêne beaucoup. Mais aujourd'hui, avec l'implication du département, le ministre en charge du département vraiment en train de prendre des dispositions pour relever ces différents obstacles. Il y a de très bonnes perspectives pour qu'on puisse quand même rehausser le niveau de production des poissons partout sur le territoire du Mali. Le gouvernement prend bonne note des difficultés que rencontrent les secteurs. Notre présence ici, c'est justement pour lever ces contraintes avec l'appui de l'ensemble de nos partenaires. Et c'est pourquoi vous constatez que les secteurs privés étaient présents dans la salle, puisque aujourd'hui, c'est eux qui sont très impliqués dans la pisciculture, l'aquaculture, qui devraient nous permettre de pallier à l'insuffisance des pêcheries traditionnelles qui ont vraiment été durement touchées par les effets climatiques, les changements climatiques. Nous avons de grandes ambitions pour 2014 et pour les 5 prochaines années. Il ne reste qu'à conjuguer les efforts pour arriver à des solutions durables en faveur de la filière poisson. Voilà donc toutes nos excuses pour cette interruption indépendante de notre volonté due à des problèmes techniques. Nous étions dans le monde de la pêche. Eh bien, nous allons tout de suite dans celui de la presse avec la première édition du concours des meilleurs articles de presse écrite et radiophonique sur la paix et la non-violence qui vient donc de connaître son épilogue. Organisé par l'Association des journalistes pour la paix et la non-violence en partenariat avec l'UNESCO, le concours visait à impliquer les journalistes dans la consolidation de la paix dans notre pays. Les lauréats ont reçu leur prix au cours d'une cérémonie organisée à la Maison de la Presse et suivie par Batraori. Lancé il y a 6 mois, ce concours, selon les organisateurs, est une contribution en faveur de la paix. Il s'agit de consolider la paix au Mali après la crise que le pays vient de traverser. Notre pays étant confronté à des questions de violence, nous nous sommes dit que les journalistes peuvent apporter leur concours à la paix naissante au Mali après presque une année d'occupation. 13 candidats de la presse écrite et radiophonique ont postulé avec à l'arrivée 3 lauréats. Ainsi, en radio, le premier prix revient à Chaka Traoré de Radio Kaira avec son reportage « Crise récurrente au Mali », identifier les causes pour une solution durable. En presse écrite, Mahaman Sissé du journal Le Printemps se classe premier avec son article intitulé « L'école de la paix de Tombouctou pour réconcilier nomades et sédentaires ». Le deuxième prix est enlevé par Abdoulaye Kone du journal Le Procès avec son article « La paix selon les Maliens ». Chaka Traoré et Mahaman Sissé gagnent chacun un ordinateur portable. Abdoulaye Kone bénéficie d'un dictaphone. L'initiative de votre association est celle spécifique d'un concours des meilleurs articles de presse écrite et radiophonique sur la paix au Mali, relève de votre grandeur d'esprit et de la noblesse de votre profession qu'est le journalisme. Vous démontrez ainsi à suffisance que les médias doivent jouer pleinement leur rôle de tribune d'alerte précoce sur les fléaux porteurs de haine, de violation des droits de l'homme, un rôle que vous avez rempli aux prémices du basculement de notre nation.
À l'issue de ce concours, les membres du jury ont formulé certaines recommandations pour les prochaines éditions. Il s'agit notamment de la pérennisation du concours et de son extension aux organes des autres régions du pays. Voilà, bravo aux lauréats. Culture, l'artiste Tikenja Fakoli organise ce soir un grand concert au stade omnisport de Bamako et demain à Sikasso. Des concerts dédiés à la paix et à la réconciliation au Mali, une façon pour lui de rendre hommage à son pays d'adoption. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Traoré. Ce qui m'a motivé à organiser un concert gratuit pour le Mali, c'est simplement l'acte historique que le Mali vient de poser. Vous savez que chaque fois qu'il y a des élections en Afrique, on s'entend toujours à des morts. Les journalistes viennent du monde entier, voilà, il y a les caméras partout, et puis on communique. Il y a eu telle mort, il y a eu telle violence. Et ce qu'on a vu au Mali, c'est qu'il y a une campagne très apaisée, une élection totalement apaisée où les gens aussi étaient conscients de l'enjeu. On souhaite que les autres pays africains prennent exemple sur le Mali. Le message des deux concerts du Mali, ça va être des messages de paix, de réconciliation. Et souhaiter que le Mali prenne un nouveau départ. Puis on va aussi parler de l'exode rural. L'exode rural qui nuit aujourd'hui à la santé du développement du continent africain. Quand on parle de crise alimentaire, c'est parce que les jeunes ne sont plus dans les villages pour cultiver. Et je voudrais dire à tous ceux qui vont se déplacer, venir à ce concert, de tout faire pour que ce concert se passe bien comme les élections se sont passées bien. Voilà donc l'artiste Tikenja Fakoli qui sera en concert ce soir au stade Omnisport et demain il sera à Sikasso. Culture toujours, cette fois en 5e région, la ville de Konna abrite depuis hier et ce jusqu'au 19 janvier prochain la première édition du Festival des Arts et Cultures pour la paix. À travers cet espace Africa Scène et la mairie de Konna entendent valoriser la culture du terroir en mettant en exergue les liens séculaires dans une démarche de cohésion. La cérémonie d'ouverture avec Yacouba Maïga. Un nouveau chapitre historique s'ouvre pour la ville de Konna avec la naissance du tout premier festival des arts et de la culture dédié exclusivement à la paix. Africa Scène et la mairie de Konna, qui en sont les initiatrices, veulent jeter les bases d'une réconciliation intra- et interethnique tout en faisant de la culture un levier pour l'instauration de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Ces moments bien précis où l'ensemble des Maliens se sont sentis menacés. Il faut que cette période, cette journée, ces semaines, que ça reste gravé dans les mémoires de tout un chacun. Et nous ferons tout pour que cette date, cette période soit chaque année célébrée, commémorée. Et puis une pensée à l'ensemble des soldats et de toutes les victimes qui sont tombées pour la cause du Mali. Le ministre de la Culture a saisi cette opportunité pour exprimer toute la volonté des nouvelles autorités maliennes d'appuyer et de soutenir tout projet de manifestation tendant à consolider et renforcer nos valeurs culturelles et artistiques, socle de nos mœurs et traditions, gage du développement harmonieux de nos populations. La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles constituent un double défi. Préserver la capacité créatrice des différentes cultures et consolider les liens entre individus et groupes venant d'horizons divers. Les civilisations et les cultures offrent des opportunités de dialogue qu'il importe de capitaliser. De même, nous voudrions exhorter tous les acteurs culturels à jouer pleinement leur partition dans la sensibilisation, la promotion de la paix et la lutte contre la destruction du patrimoine culturel malien. 3 jours durant, les festivaliers venus de toutes les contrées du Mali vont célébrer la renaissance d'un Mali un et indivisible à travers des prestations artistiques, folkloriques et sportives, des conférences, débats, des expositions d'objets d'art et la course de pirogue. Voilà, le festival de Konna, c'est jusqu'au 19 janvier prochain. Bamako également rend hommage à Konna, la ville qui a été le terrain de combat contre le terrorisme. La galerie Médina et ses partenaires ont donc rendu hommage aux soldats maliens et français qui se sont battus pour reconquérir la ville. Ils ont organisé une exposition inédite dénommée Konna Blues qui a ouvert ses portes hier après-midi à la médiathèque de Médina Koura. L'expo est une restitution artistique
artistique d'un fragment de bataille de Konna après la fuite des terroristes l'année dernière. Notre reporter Modibo Soiré a assisté au vernissage de l'exposition. De prime abord, cette exposition se veut un espace de recueillement artistique pour commémorer le premier anniversaire des frappes françaises sur la ville de Konna pour stopper net la progression des djihadistes vers le sud du Mali. L'exposition Konna Blues est le résultat d'une semaine de séjour en mars 2013 d'artistes photographes, de chercheurs et autres médiateurs culturels sur le site de la bataille après la libération de cette localité de notre pays. Nous qui avons eu la chance d'aller sur le terrain, il nous a paru pertinent ces trésors de guerre repris sur des champs de bataille de guerre, de les restituer au peuple malien et d'ensemble de communier cette douleur de la ville martyre Konna. À travers cette exposition, la bravoure, la détermination et le génie des soldats maliens appuyés par l'opération Serval est salué. Ici, des fragments de bataille et autres objets abandonnés sont restitués après la débâcle des djihadistes. On y trouve des douilles, des balles, des cartouchières, des tenues militaires, des morceaux de caisse. En somme, des ruines de la bataille de Konna sont visibles à travers cette expo. Aussi la photo de ces héros anonymes, gardiens du temple, qui a eu la témérité de remplacer à 3 reprises le drapeau des occupants par celui du Mali. Cette exposition des recueillements nous a ramené dans un blues extraordinaire. Nous qui n'avons pas vécu en live Konna, ce soir, nous avons vu les émotions de Konna. C'est comme si on y était et c'est une exposition très forte. Il se trouve que c'est un 17 janvier de l'année dernière que Konna est revenu dans la main du Mali. Je trouve que c'est une excellente idée qu'on fait un témoignage, qu'est-ce qui s'est passé, on n'oublie pas, on réfléchit. Ça va aussi peut-être aider le Mali à avancer. Aujourd'hui, Konna est libre et cette mélodie mélancolique du violon Peul en dit long. Konna Blues, fragment d'une bataille, une exposition à visiter jusqu'en fin février 2014. C'est à la médiathèque de Médina Courant en face de l'ESICA. Merci Modibo Soiré. Perspective 2014 de la nouvelle compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Pour en parler, les responsables étaient face aux journalistes des pays desservis par la compagnie. Pour l'atteinte de ses objectifs, Air Côte d'Ivoire entend augmenter son capital qui va donc passer de 25 milliards de francs CFA à 65 milliards de francs CFA. Reportage de Aoué Touré. Un an d'activité, l'occasion était tout trouvée pour s'arrêter sur ce qui a été fait. Et en termes de bilan de premier exercice, Air Côte d'Ivoire a affiché un résultat négatif même si le montant n'a pas été publié. Une situation normale qui sera vite corrigée, a dit le général Abdoulaye Koulibaly, président du conseil d'administration. D'un capital de départ de 2,5 milliards de francs CFA porté aujourd'hui à 25 milliards, l'État de Côte d'Ivoire reste majoritaire à hauteur de 65%, Air France 20% et 15% pour le privé. Cet outil d'intégration voulu par le président Alassane Ouattara entend aussi relever le défi d'un développement économique et social. En termes de perspectives pour 2014, Air Côte d'Ivoire ouvrira de grands chantiers comme l'acquisition de nouveaux avions, la desserte de nouvelles destinations en plus des 19 actuelles. Et une récapitalisation est aussi envisagée. Et pour réussir toutes ces missions, les responsables d'Air Côte d'Ivoire au cours de cette conférence de presse bilan ont affiché leur optimisme, leur détermination à rester une entreprise pérenne, viable et sécure. Football CHAN 2014, la deuxième journée du groupe D s'est soldée par la victoire du Burundi face à la Mauritanie 3-2. Le Gabon s'est également imposé 1-0 devant la République démocratique du Congo. Le résumé des matchs avec Khalifa Namatraoré. En panne de réussite lors de sa première sortie contre le Burundi, le Gabon a bien profité d'un derby régional pour se relancer dans ce championnat d'Afrique des nations de football. 2 petites minutes ont suffi aux Panthères pour prendre le dessus sur les Léopards. Le défenseur Erwin Nguema de la tête marque l'unique but du match suite à un corner. Les deux formations ont pourtant produit du jeu, surtout en deuxième période, mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Grâce à cette précieuse victoire, le Gabon se hisse à la tête du groupe D avant d'affronter la Mauritanie mercredi prochain.
Tout comme les Panthères du Gabon, les Mourabitoun de la Mauritanie prennent le bon bout et l'entame de la confrontation des outsiders du groupe D. Elichek Samba El Voulami est même désormais dans l'histoire du football mauritanien comme le premier buteur de son pays dans une phase finale de compétition continentale. Un but inscrit dès la 50e seconde auquel les Itamba, c'est-à-dire les hirondelles du Burundi, répondent grâce à une tête de fiston Abdoul. La pression burundaise s'est fait alors sentir. Brahim Suleiman sauve la Mauritanie en arrêtant un penalty. Le mano à mano se poursuit dans une partie plaisante. Christophe Douangouria parvient tout de même à doubler la mise à la 61e minute. Mohamed Taguioula Dena établit la parité 8 minutes plus tard. Alors qu'on pense à un nul logique entre les deux pays, Dikoumana Selemani offre le gain du match aux Hirondelles dans les arrêts de jeu. Avec 4 points et une meilleure attaque, le Burundi est leader du groupe D, suivi du Gabon 4 points également, la République démocratique du Congo 3 points et la Mauritanie avec 0 points est éliminée. Et oui, c'est le jeu CHAN Afrique du Sud 2014 toujours. Les Aigles du Mali jouent demain leur qualification pour le second tour contre le Mozambique. Malgré les 2 premières sorties rassurantes, l'équipe nationale du Mali se veut prudente et compte jouer à fond contre une formation qui n'a plus rien à espérer dans le tournoi. Isaac Tienou fait le point. Le Mali, qui a connu une élimination dans une position similaire au tournoi de l'UEMOA, pense pouvoir éviter cette fois-ci ce piège. C'est pourquoi les Aigles et leur encadrement sont déterminés à obtenir le gain de cette 3e et dernière sortie de poule face au Mozambique. Dans ce match où l'adversaire n'a rien à perdre, l'équipe du Mali compte aborder le match avec sérieux. Déjà, l'ambiance et l'environnement sont bons. Pour ne pas rentrer dans les calculs, on va essayer d'avoir la victoire. Déjà, je me rappelle très bien, au tournoi UEMOA, on a été victime du même cas. On aurait pu avoir une qualification là-bas, on ne l'a pas trouvé. Donc on ne va pas tomber dans le même piège, on va rester jambes sur terre. Déjà, on a fait une victoire à un match nul, on va rester jambes sur terre. Sinon, très très concentré pour avoir la qualification. Rien n'est encore fait. Et ce fameux match qui reste devant nous, nous devons quand même l'aborder avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de concentration. Et éventuellement, c'est dire que rien n'est encore gagné. Parce que le Mozambique aussi, après avoir fait 2 défaites, va quand même se battre pour quand même faire quand même une victoire, ne serait-ce que le tout dernier match, une victoire honorable. Et quant à nous aussi, on va se battre pour chercher notre qualification. Donc ça va être une belle rencontre, une rencontre qui va être amplement difficile entre les 2 protagonistes. Le bureau fédéral a d'ores et déjà motivé les joueurs pour un bon résultat ce dimanche. Nous voulons une victoire, nous avons demandé aux jeunes. Ils sont au top cette année, cette fois-ci, je crois, nous leur avons dit de faire tout pour qu'on puisse remporter cette victoire-là cette fois-ci. Et j'espère que notre discours a été entendu. Nous avons mis tout en œuvre pour que nous puissions remporter cette victoire. Même un prime spécial qui n'était même pas dans le programme, donné par la Fédé, le comité exécutif. Tout ça, c'est des encouragements que nous avons voulu amener au sein de cette équipe pour que cette année, nous puissions aller plus loin que le tournoi d'Abidjan. Dans le groupe du Mali, seul le Mozambique est éliminé. Les 3 autres disputeront les 2 tickets de qualification. Le Mali est en bonne position et a son sort en main. Mozambique-Mali, c'est à 19h heure locale, soit 17h heure de Bamako, à Adlon Sedium. Au même moment, l'Afrique du Sud affronte le Nigeria à Captain Sedium. Voilà, allez les Aigles. Le match, c'est à 17h en direct sur l'ORTM. Un match qui va donc se jouer en même temps que celui qui va opposer le Nigeria à l'Afrique du Sud. Isaac Tienou l'a dit tout à l'heure. Pour les rendez-vous de demain, retrouvez Ibrahima Djambélé à 12h, dont Actu Hebdo qui reçoit le professeur Sambasso, directeur général du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie. Ousmane Agrissa, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, et Moussa Mara, ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville. Et juste après, Aïssata Ibrahim Maïga vous retrouve pour le 13h. C'est la fin de ce journal qui a été quelque peu perturbé à cause d'une coupure d'électricité indépendante de notre volonté. Merci de nous en excuser. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, demain dans l'édition du soir. Très bonne suite de programme à tous sur l'ORTM.